Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et miniature, aujourd'hui c'est l'étape entre Carcassonne et Foix, bien évidemment 190 km pour les baroudeurs, même si je pense que dans le jeu les baroudeurs ça pourrait être compliqué, mais on en verra quand même du monde et au pire si derrière si c'est le peloton qui se joue la victoire on aura quand même Mats Pedersen, mais... Voilà, étape vallonnée, 190 km dans le jeu, IRL on a 181 km 900, la traversée du pays Qatar, puis la confrontation avec les plus accessibles des reliefs ariégeois ouvre des perspectives variées. On peut même imaginer un match tendu entre un groupe de baroudeurs et les plus résistants des sprinteurs dans les bosses. C'est la température la moins élevée qu'on a quand même depuis le début de ce tour. On va quand même parler de pas mal de choses sur cette étape. Alors, il y aura peut-être moins que ces derniers temps, mais quand même, on parlera, je pense, peut-être Croisade des Alpes, Joie notamment, et du département de l'Ariège et de l'Aude, ainsi que forcément cette ville de Carcassonne. On passera à Quillan, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Quillan, c'est la victoire de Bauke Mollema en 2021 sur le Tour de France. Et vous voyez qu'il y a déjà de la barre de fatigue pour tout le monde, hein, après ce début de Tour de France assez rintant. Juan Ayuso kiffe les bonnes formes, mais je pense que c'est vraiment les stats physiques qui font qu'Ayuso, on a du mal avec lui, alors que Scalmoz est meilleur en physique, même s'il est moins bon en récupération, hein. Et Deregi, ses stats physiques, elles sont tellement catastrophiques qu'il ne va pas beaucoup nous aider, quoi. On a Mats Pedersen qui sera là. Véronette à l'avant hier. Alors déjà, on a un plus 3 pour Mathias Kelmos qui s'est imposé hier et qui a, pris la tête, et qui a perdu par contre le maillot à poids. Pic de forme pour Quinn Simmons, bonne forme pour Valchek. Et du coup, forme classique pour Pedersen, Skuins, Ayuso, Verona et Deregi West. Et on va partir à l'avant, c'est quoi? Avec Quinn Simmons. En plus, c'est le champion des États-Unis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les pronostics pour l'étape du jour ne mettent pas en avant un profil de coureur particulier. Les difficultés pourraient sembler suffisamment difficiles pour éloigner les sprinteurs de la victoire et laisser le champ libre aux baroudeurs, mais le placement éloigné du dernier sommet... Et d'ailleurs, on va partir à l'avant directement avec Quinn Simmons. Et vous voyez qu'on est champion des États-Unis, oui, mais surtout qu'on est en tête du classement par équipe avec le casque jaune et le dossard jaune. Ça envoie quand même un peu de style, hein. En plus, Quinn Simmons, champion des États-Unis, on rappelle le Tour de France qui est parti le 4 juillet. D'ailleurs, c'était le jour des 250 ans de l'indépendance des États-Unis, tout un symbole, j'imagine, pour lui, Quinn Simmons, le champion des États-Unis, qui a décidé de partir avec nous. Enfin, qu'on a décidé de mettre à l'avant aujourd'hui. Et on voit Javier Romo, Velasco qui tente de partir à l'avant, Van Velt, Rubio, Berthet, Vandenbroek, Mikel Landa. Attendez, George Bennett, comment ça Landa est à l'avant Attendez, Landa, j'ai mis Landa à l'avant. D'accord, vous remarquerez toujours qu'il n'y a pas eu de moindre abandon, hein. Et que Van Der Poel est 179ème de ce Tour de France. Je sais pas comment... Ah mais oui, mais Van Der Poel est tombé, c'est vrai. Pourtant c'était hier que j'ai tourné la vidéo. On aura Mikel Landa face à nous à l'avant de la course. Non, je viens d'aller sur Pro Cycling Stats et c'est bien ce que je comprenais, hein. Je me disais, mais qu'est-ce que Landa fait là? Je l'ai mis dans la startlist alors qu'il y est pas. Mais du coup, bah, ça m'arrive de temps en temps d'avoir une bourde. Et là, bah écoutez, la bourde, c'est Mikel Landa qui est sur ce tour alors qu'il ne devrait pas y être, malheureusement. Écoutez, je me suis foiré là-dedans. Ça m'était déjà arrivé, hein, sur un tour en temps réel. Mais bon, j'avais pas du tout vu venir celle-ci. Attendez, mais du coup, c'est qui ment? J'ai que côté. Du côté de la Soudal Quickstep, il y a qui que j'ai. Bah, Landa est là. Van Wilder, il doit être quelque part, il est présent. Côté Soudal Quickstep, c'est qui que j'ai loupé? Vervac est présent. Ne me dites pas que j'ai appuyé et enlevé Valentin par épintre. Van Barle est là. Steven. Encourn. Je crois que c'est Valentin par épintre qui est pas, hein. Ouais, ça doit être Valentin qui n'y est pas sur ce Tour de France. Je sais pas pourquoi. Ah si, Van Lerbergue et Merlier, j'ai même pas vu d'ailleurs. Où est-il Merlier? Attendez que je regarde. Encourn est bien présent. Van Barle aussi. Mais Merlier, je ne le vois pas non plus. Pourtant, on est à 184, hein, donc normalement, on est censé avoir tout le monde. J'ai Vervac ici.
Côté Soudal Quickstep, faut pas que je confonde avec Alpecin. Mais j'avoue que je ne sais absolument pas qui est ce qui manque parce que je ne vois pas Valentin non plus. Il y a Aurélien, mais il n'y a pas Valentin pareil peintre. Et Merlien, je ne le vois pas aussi. Qu'est-ce que j'ai foutu avec la Soudal? Attendez que je réfléchisse parce que je vois pas, à moins que vraiment. Normalement, je devrais trouver. Ah si, Merlier est là, oui. Ah, c'est Valentin Paré-Peintre que j'ai pas mis. C'est pas du. Pour moi, je l'avais mis Valentin Paré-Peintre. Voilà, j'ai pas vérifié ma start list et là, je suis un peu comme un con parce que du coup, il me manque un coureur qui en plus pourrait peser sur le prochain Tour de France. Valentin, même si je tourne, on est encore jeudi, c'est 4ème étape. C'est pour que je prenne un peu d'avance parce que justement, normalement, je suis censé commencer à travailler aujourd'hui. Et plus le fait d'avoir été en festival tout le week-end. Déjà tout en temps réel plus débrief, ça risque d'être compliqué. Et regarder les étapes. Alors rattraper les étapes le soir, plus essayer de faire un débrief de. Ça va être dur, on va pas se mentir. Mais ça va être un challenge hein, sur ce tour. Voilà, j'ai envie de faire un très bon Tour de France. Voilà, débrief d'étapes, j'en fais pas beaucoup d'habitude, mais là j'ai envie d'en faire beaucoup. Le néo-zélandais George Bennett se Après on verra en fur et à mesure. un équipier dès que la route par contre, du coup, on va peut-être. Vous avez 1 minute sur le peloton. Vu qu'on a on a la minute sur le peloton. Il y a déjà des lâchers en face. Ouais, je voulais quand même vous parler un peu de la ville de Carcassonne. C'est peut-être ce qu'on va en faire d'ailleurs. Carcassonne, bien évidemment, connu pour ses remparts et aussi de ses déboires du maire d'extrême droite aujourd'hui. Mais cette ville qui a basculé à l'extrême droite lors des dernières municipales, malheureusement. Mais je voulais quand même juste parler un peu de Carcassonne. 46 000 habitants. Qui a accueilli beaucoup le Tour de France ces dernières années. Déjà l'an dernier, la victoire de Tim Wellens. La première de Philipsen, c'était en 2022. Entre autres. Et puis en 2021, la victoire de Cavendish pour égaliser Eddy Merckx. C'est entrée prémisse du Massif central et contrefort pyrénéen. Climat océanique altéré et drainé par le canal du Midi, l'Aude, le Fresquel, l'Armouze. En plus, aujourd'hui, je tourne, il y a un incendie dans l'Aude. Une croissance quasiment continue de sa population depuis les années 1800. Elle appartient à l'unité urbaine de Carcassonne, qui est une agglomération de 114 259 habitants, occupée depuis le néolithique. Elle se trouve dans la plaine de l'Aude, entre deux grands axes de circulation reliant l'Atlantique à la mer Méditerranée et le Massif central aux Pyrénées. La ville est connue pour sa cité de Carcassonne, ensemble architectural inspiré par Viollet-le-Duc depuis le 19e siècle, bien évidemment. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. C'est que j'ai zappé d'en parler, alors qu'en plus, c'est pas comme si, quand j'étais en terminale, donc en 2004-2025, le prof parlait qu'effectivement Viollet-le-Duc, on pouvait l'avoir en AGGSP pour une étude de documents sur Notre-Dame ou Carcassonne ou autre chose. Mais effectivement, dans les cours sur patrimoine, on avait Viollet-le-Duc, bien évidemment celui qui avait fait la flèche de Notre-Dame, pour ne citer que cela. Mais c'est un ensemble architectural donc un ensemble architectural médiéval qui se trouve dans la ville de Carcassonne. Elle est située sur les rives droites de l'Aude. Les origines de cette cité fortifiée remontent à l'époque gallo-romaine. La renommée de la double enceinte, c'est près de 3 km de longueur et elle comporte 52 tours qui dominent la vallée de l'Aude. La cité comprend également un château, le château Comtal, et une basilique, la basilique Saint-Nazaire. Basilique Saint-Nazaire que l'on va évoquer peut-être ici, de Carcassonne. Très belle basilique, paroisse Sainte-Marie Reine en pays de Carcassonne, classée monument historique. Elle est construite entre le 9e et le 14e siècle et est décrite comme par Jules de Laondès pour le compte rendu du Congrès archéologique de France en 1906, le joyau de la cité et son église. Avec des vitraux qui forment un concept, un ensemble important décorant le sanctuaire et le transept. C'est Alfred Gérante qui, lors de sa restauration en 1860, l'a effectué tout simplement. L'arbre de la vie a été remplacé de façon erronée par l'arbre de la tentation d'Adam et Ève. Les façades des bras de transept sont percées de grosses roses rayonnantes. Pour cette cité de Carcassonne, on va peut-être parler quand même vite fait de la ville d'arrivée. Foix, donc Foix, bien évidemment, on est dans l'Ariège. Foix, victoire de Warren Barguil en 2017 et la victoire en 2022 d'un certain Hugo, qui a rendu hommage à son frère décédé, Warren Barguil. C'était 14 juillet, c'est une ville d'un peu moins de 10 000 habitants. Dans l'Ariège, en Occitanie, dans ces Pyrénées, c'est le comté de Foix, la préfecture du département, ce qui a fait une des plus petites préfectures de France. Elle est moins peuplée que Pamiers, qui est l'une des deux sous-préfectures. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du pays de Foix, composé de partie centrale de Plaintorel et le massif de la Rise et d'une partie de la vallée de l'Ariège, avec quelques influents.
Escape, voilà, océanique altérée. La deux signatures 2000, la Pêche de Foix, Soula et Roque Fixade et la grotte de l'Herme. Et donc Garonne, Ariège, Air, Sala, Pic et Nest, un espace protégé, le cours de l'Ariège et 9 zones naturelles d'intérêt géologique, faunistique et floristique. Et là, Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. on va juste faire ce petit virage aussi. Et juste donc la grotte de l'Herme est une grotte ossifère constituant un gîte important dans les chiroptères situé sur le territoire de la commune de l'Herme dans le massif de la Plantaurel en Ariège. On va juste peut-être, mon client, j'ai juste évoqué cela, on va peut-être parler quand même d'au moins une ou deux choses, peut-être au moins la croisade des Albigeois qu'on va peut-être évoquer pendant quelques instants. La croisade des Albigeois, donc qui est une croisade des Albigeois, une croisade proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, donc et le catharisme, ça me rappelle mon chapitre que je déteste en histoire sur l'Église de l'Occident médiéval. Est une croisade entre 1209 et 1929. Une croisade proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, principalement le catharisme et une faible mesure de le valdéisme. Depuis le XIIe siècle et le concile de Lombert, les textes de l'époque parlent d'hérésie albigeoise sans que cette région soit plus cathare que ses voisines. Dans le Languedoc, les belligérants comptaient Toulouse, vicomte d'Albi, marquisat de Provence, seigneurie de Lavore, couronne d'Aragon, comté de Foix, vicomte de Carcassonne, comté de Comminges, seigneurie de Termes, baronnie de Minève, croisé donc royaume de France, duché, Bourgogne, croisade, comté de Nevers, duché d'Autriche, royaume d'Angleterre, duché de Bergue, électorat de Cologne, comté de Provence, Foucalnier et vicomté de Lautrec et les commandants à Simon de Montfort par exemple, à Mauricis de Montfort, Guy de Montfort, Raymond Roger, Trencavel. Donc on a également la croisade des barons de 1209, 1209-1213, la guerre du Languedoc et révolte du Languedoc 1216-1223 et intervention royale 1226-1229. Et surtout pour implanter en Languedoc, deux familles, la maison de Toulouse et la maison de Trencavel. Celle-ci n'ayant pas réussi à s'entendre pour faire front le comte Raymond VI de Toulouse fait amende honorable et se croise, tandis que Raymond G. Trencavel se prépare à se défendre contre la croisade. Une fois Béziers, Carcassonne prise et Trencavel emprisonné, croisé désigne l'un des leurs Simon de Montfort pour poursuivre la lutte. En 1209, cette croisade évolue rapidement en guerre de conquête, d'abord pour... Attendez, je vais juste repasser en mode auto. Voilà. Montfort lui-même, appuie à sa mort en 1218, l'échec de son fils amoureux bénéficie de la couronne. Cela n'empêche pas sa lutte contre le catharisme d'abord sous la direction des évêques locaux, puis sous celle de l'Inquisition. Bien évidemment, Bernardo Gui compagnie, là. L'Inquisition, grosso modo, c'était ceux qui jugeaient, ceux appelés, les hérétiques, des peines spirituelles ou surtout à la peine de mort, quoi. Et là, l'Inquisition, j'étais arrivé à là. Et à partir de 1233, finalement, les vicomtes de Carcassonne, d'Albi et de Béziers sont annexés au domaine royal en 1226. Le comté de Toulouse passe à Alphonse de Poitiers, un frère de Saint-Louis en 1249 et annexé en 1271. Le Languedoc qui se trouvait au début du XIIIe siècle dans la sphère d'influence de la couronne d'Aragon est entièrement passé à la fin de ce siècle sous celle du roi de France. À cette époque, le catharisme est éradiqué en Languedoc et quelques cathars seulement ont pu se réfugier en Lombardie. Ça me rappelle le chapitre d'histoire que j'ai le plus galéré, même j'ai envie de dire, l'église médiévale d'Occident. Lennart van Rietveld Au XIVe siècle, là, avec le nom de la rose. Dès sa deuxième Bon. saison chez les pros, il a fait jeu égal. On va quand même surtout nous se retrouver tout de suite un peu plus en finale. Enfin, dans le prochain Grand Prix. Les premières difficultés du jour, c'est que les barres de fatigue, alors qu'on est qu'à peine au bout de 3 jours de course, ça commence à se ressentir. Hein. Enfin, au bout de la 4ème journée, j'ai déjà pris le gel bleu avec Quinn Simmons. Le col de Bédos 3 km 500 à 4,4% de moyenne et on est 9, l'échappée à 2,30 d'avance, mais on n'a plus Yon Izagirre qui n'était pas revenu d'ailleurs, parce que quand je vous parlais et que je vous ai coupé juste après, on n'avait plus Yon Izagirre tout simplement dans cette échappée. L'Espagnol tout simplement qui a été distancé. Hein. Bon, il y aura 2 et 1 point à prendre parce qu'on est dans une côte de 3ème catégorie. C'est la même ascension cette fois-ci, même si à 100 mètres d'écart, 100 mètres de plus ici que sur le roadbook ASO. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Bon, du coup, il y aura quand même Michael Landa face à nous. Avec Quinn Simmons, de l'avant dans l'échappée, c'était quand même une possibilité. C'est un coureur qui est très endurant, qui roule très très fort sur le plat et qui a vraiment une très belle capacité de résistance au-delà de son punch. Van Wilder distancé, t'es à l'avant encore Van Wilder aujourd'hui? Ah, mais lui, il enchaîne de 2 jours de suite à l'avant, comme le maillot à poids Jordan Jegat.
Oh, par contre, il s'est fait totalement fermer là. Jordan Jegat va essayer de passer en tête avec Quinn Simmons. Et c'est Javier Romo qui passe devant pour la Movistar. Mais je pense que ouais, Jordan Jegat va avoir au bout d'un moment de la fatigue. Et je pense que pour lui, ça va être difficile sur l'étape du Tourmalet. Parce que dans 2 jours, on a de nouveau une étape très difficile. Et s'il a déjà dépensé de l'énergie, ça va être assez compliqué pour lui. Bon, Skelmos, lui, il vit sa best life depuis le début de ce Tour de France. À peine de 30 d'avance, le peloton nous laisse absolument pas la moindre marge de manœuvre. Donc ça, c'est pas réellement idéal. Par contre, s'il n'y a pas réellement de marge de manœuvre, vous savez quoi? Alors qu'on a 2 corps qui sont distants, on a quelques corps distancés, c'est Affini, Yohannis Aguirre. Ça, c'est mauvais pour la formation Ismail Zebak. Mais qu'est-ce qu'il fout, mon courage, lâché. Bon, col du paradis, 6 km 500 à 4% de pente moyenne, on va peut-être être attendu. 3ème catégorie, c'est exactement comme sur ASO, sauf que là, mais oui, bah, il y a 0,1% de plus du côté d'ASO parce que la montée fait 5 km 800. C'est vrai que c'est absolument pas le même kilométrage sur ces ascensions-ci. Entre TDF et ASO. La mage est arrivée au moment où je tourne aujourd'hui. Mais ouais, difficulté quand même. Ici, Isaiah qui a dépensé beaucoup d'énergie, ça roule très très fort en ce début d'étape. De toute façon, je pense que ça roulera très fort IRL parce qu'on est sur une étape forcément très importante. Dans le sens où beaucoup de coureurs voudront être à l'avant. Et on sait qu'une victoire étape sur le Tour de France est plus que prestigieux aujourd'hui. Faudrait être très résistant. On est quand même sur 180 km de course, 182 pour être précis. Enfin 181 900 si on veut être le plus précis possible. Je vais pas dire que c'est une étape de transition, mais on a après une étape de moyenne montagne, après un départ où on a eu un contre-la-montre par équipe et une étape de vallon dans Barcelone. Je pense qu'aujourd'hui, forcément, beaucoup de monde voudront partir à l'avant. Étape sur des routes, on va être en prise durant quasiment intégrité. Voilà, mais des corps comme Pedersen peuvent passer également aussi, donc il faudra voir si l'Aide Trek ne veut pas contrôler. Mais est-ce que l'Aide Trek aurait intérêt à rouler l'équipe que je contrôle sur ce tour alors que y a un coureur comme Ayuso pour le général? Théoriquement, les favoris du général dans 2 jours, ils ont quoi? Ils ont quand même le Tourmalet Gavarnie-Niged. Est-ce que Gavarnie-Niged, on pourrait pas avoir une échappée qui va au bout? Parce que certes, il y a le Tourmalet, enfin il y a Aspin Tourmalet, mais l'ascension finale, c'est un long faux plat montant. Est-ce qu'on voudrait pas tester ses adversaires et faire quelques différences aussi? Parce que avant l'étape du Lioran, on voit Russell, parce que Russell reste quand même une étape avec un peu de dénivelé quand même. Enfin, pas qu'un peu, ça reste une étape assez casse-pattes comme aujourd'hui. Ça pourrait être une étape Romain Grégoire d'ailleurs, ou une étape où on pourrait voir un Julien Lafilippe dans l'échappée tout simplement. Et voyez-vous que notre barre bleue, elle est très très basse avec notre coureur. On va donner le gel bleu à Ayuso, à Deredji, à Skelmos qui est en excellente forme aujourd'hui. C'est plus difficile pour Pedersen qui n'est pas en pic de forme aujourd'hui, mais on a envie de le faire gagner Mats Pedersen, ce qui serait une très belle opération pour lui au maillot vert avant l'étape de demain, parce que l'étape de demain, c'est une opportunité pour les sprinters. Et accélération de Mikel Landa, on n'est plus cuit dans cette échappée-ci. Van Wilder a été distancé, il n'a plus de coéquipier Mikel Landa, mais je pense que Jordan Jegat, ça pourrait être compliqué pour lui sur cette étape. Dans la suite, est-ce qu'on pourra voir avec Quinn Simmons, si on peut remonter? Oui, on va passer en tête avec Quinn Simmons assez largement. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Oui, bah ça empêche que certains adversaires prennent beaucoup de points. Je pense que dans la prochaine étape, on en verra peut-être à l'avant un Skuins, parce que Skuins, il n'a pas pu réellement prendre l'échappée lors de la première étape en ligne. Et ça pourrait être bien lui ou Mathias Vacek, mais Vacek, il y a peut-être l'étape de... Il est arrivé sur le tard dans le cyclisme après une carrière de haut niveau en triathlon. L'Espagnol j'avais pas du tout vu. Devrait devenir un solide rouleur dans les années à venir. Mais un bon grimpeur aussi, enfin rouleur, mais bon grimpeur également. Ce que je voulais quand même citer par rapport à notre équipe, c'est vrai qu'on pourrait quand même envoyer un Mathias Vacek aussi à l'avant lors des prochaines journées. Mais je pense que l'étape de dimanche, en direction du sel, ça pourrait être bénéfique pour un Quinn Simmons. On envoie un mec comme Quinn Simmons dans l'échappée, ou je pense également... Ouais, voire même un Verona, ça pourrait être assez intéressant. Par contre, ou même des Reggie, très clairement, qui est vraiment très très loin. Mais je pense que lors de la prochaine étape de montagne, des Reggie et Skelmos, on essaiera d'en envoyer à l'avant. Sûrement Skelmos parce qu'il y a quand même le maillot à poids à essayer d'aller chercher. Par contre, effectivement, au classement de la montagne aujourd'hui, d'ailleurs, la point de difficulté, c'est un 4ème catégorie par SO. Donc là, il y avait 14 points, mais IRL, ça en sera 13. Donc mine de rien, si on peut prendre quelques points, on s'en privera pas. Jordan Jegat distancé, on en parlait que ça pourrait être difficile pour lui par la suite. Mais oui, je pense qu'on en verra peut-être Skuins dans 2 échappées, réellement dans 2 échappées sur cette semaine, tout comme Vacek. Vacek, j'aimerais beaucoup l'envoyer à l'avant, peut-être. Vacek, on l'enverra, je pense, sur l'étape. Non, on va envoyer Skuins sur l'étape en Dordogne. Comme ça, Vacek sera à l'avant sur l'étape de Bordeaux. Et nous, on se retrouve tout de suite au sprint intermédiaire. Sprint intermédiaire.
de cette étape et vous voyez que l'échappée a seulement 1 minute 30 d'avance. Hein. Ils sont plus que 6 à l'avant, donc Jordan Jegat a été récupéré. Par contre, oui, notre coureur n'a absolument pas de points. Du côté du... Enfin, n'a pas de points. Je voulais dire plutôt du côté de Mats Pedersen. Étonnant, mais on n'a pas de casque jaune par rapport à nos autres coéquipiers, notamment Matthias Vacek ou Juan Ayuso. Hein. Est-ce que c'est le fait qu'il soit ancien champion du monde? C'est une bonne question. Je sais que Sagan pouvait en 2018, lors de la deuxième étape, porter par procuration de maillot blanc, le maillot vert, oui, par procuration, parce qu'il avait fini deuxième derrière Gaviria, sauf que, étant donné qu'il était champion du monde, il pouvait ne pas porter un maillot par procuration parce que le maillot de champion du monde est plus important qu'un maillot par procuration, ce qui est logique. Par contre, c'est totalement fait avoir sur ce sprint intermédiaire, on est parti de beaucoup plus tard par rapport à nos adversaires qui vont nous battre. Hein. C'est Olaf Koy qui a passé en tête de ce sprint intermédiaire devant Michael Matthews, William Girmay et nous on finit 5ème de ce peloton là. Non, Philipsen devant nous, pardon. Et par contre, la grosse ascension, c'est le col de Coudon, 10 km 900 à 5,5% de pente moyenne. On verra ce que ça pourrait donner à l'avant de la course. D'ailleurs, on va se faire une partie de ce col soit en simulation, voire même ensemble. Mais c'est vrai que ça a quand même récupéré pas mal. Enfin, on a récupéré pas mal de temps l'avant. On a repassé la barre quasiment des 2 minutes. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un peu moi qui fais la plupart de l'ascension. Donc, non merci. Hein, voilà, col des Coudons. On va rester ici. Hein, on verra si le peloton n'explose pas pour le moment. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que c'est capable de réaliser. Enfin, ce qu'on est capable de réaliser. Avec Quinn Simmons, s'il échappe à une possibilité d'aller au bout, on s'en privera pas. Le problème étant, bien évidemment... C'est un bon puncher. Il faut particulièrement le surveiller dans les Ah oui, sprint intermédiaire, c'était qui IRL, j'en parle parce qu'on avait vu la victoire à Quillan de Mollema, que j'en parlais tout à l'heure, mais on va juste se mettre en automatique 2 secondes parce que je vais quand même vous parler. Bon, Tarascon-sur-Ariège, on le connaît parce qu'on l'avait vu il y a quelques années. Sur l'Open Tour. Et donc le parc national des Pyrénées ariégeois qu'on pourrait quand même évoquer. Qui est créé en 2009, un parc régional de 2468 km², il englobe 138 communes et 46 000 habitants. C'est 40% de la superficie du département quand même, catégorie 5 en paysage terrestre sous-marin protégé. Le parc naturel est placé sous la compétence de l'État et de la région. 40e parc national régional de France. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose en histoire qui a été indiqué sur leur page Wikipédia. Et c'est quoi l'autre parc régional? C'est régional Corbière-Fenouillet. Que je voulais quand même... Fenouillette, pardon. On va peut-être quand même l'évoquer. Ce parc naturel régional également, que l'on aura 99 communes situées en Piémont pyrénéen. C'est dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France tout simplement. C'est également une catégorie 5 en UICN. Créé très récemment par décret français le 4 septembre 2021 avec 12 années d'études et de réflexion. Il s'agit du 58e parc national régional, le 8e, enfin parc naturel régional, le 8e de la région. Il englobe 99 communes, on l'a dit, principalement sur le massif pré-pyrénéen et méditerranéen de la Fenouillède et des Corbières, entre le massif de Madrès au sud-ouest et la vallée de la Taie au sud. La côte Languedoc est à l'est et la vallée de l'Aude à l'ouest et au nord. Il jouxte les 2 parcs naturels régionaux, le PNR des Pyrénées catalanes au sud-ouest et celui de la Narbonnaise en Méditerranée à l'est. Oui, c'est ça. Donc je voulais quand même au moins vous évoquer ces 2 parcs, parcs régionaux que j'ai quand même noté, hein, parce que sur Vélo Magazine j'ai quand même pris tout, enfin j'ai pris pas mal de points qui pourraient être assez intéressants en patrimoine. Je les ai notés, voilà, je vous les transmets aujourd'hui. Voilà, ça rajoute un peu de vie pour le Tour en Torel. Alors c'est vrai qu'on peut se dire oui, bah c'est quand même... Effectivement, c'est un peu... ça rajoute de la durée aux vidéos, effectivement, mais bon, j'avais envie de me faire plaisir. Et comme ça donne un peu l'atmosphère Tour de France. 1 km 600, on a moins de 2 minutes d'avance. Hein. Toujours les cartes qui se stabilisent, ils sont plus que 156 derrière. Jordan Jegat distancé. Est-ce qu'il y aura des hors-délais aujourd'hui? Parce que c'est une possibilité d'avoir des hors-délais. Il n'est pas encore en sprint intermédiaire, mais attention. En tout cas, dans le jeu, on pourra en avoir. Le peloton derrière, ça monte à un tempo régulier. L'échappée qui n'a pas eu tant de mal que ça à partir, enfin pas tant de mal, l'effectif qu'on a à l'avant de la course s'est fait assez rapidement. Après le problème, comme j'ai dit sur l'étape d'hier, c'est qu'effectivement
le peloton théoriquement va vouloir jouer à 8 heures parce qu'on est en première semaine, il y a toujours quasiment tout le monde qui sont à bloc en termes d'énergie. Et en termes de conditions, il y a encore beaucoup de choses, enfin, il n'y avait peut-être pas encore de hiérarchie réellement nette entre tous les favoris. Donc ça c'est une certitude. Après, ce qu'on peut quand même signaler sur cette étape-ci en particulier, c'est que c'est assez difficile, très peu de portions descendantes pour le moment. Là on va être sur un long plateau qui va nous faire assez mal quand même. Oui, là on passe les 2 minutes. C'est difficile, après c'est vrai que je parle dire, mais c'est vrai que on revient à 600 mètres de l'arrivée sur les hommes de tête, mais c'était grâce à notre tempo. Hein. Zone de ravitaillement vue. Mais nous, on va se retrouver tout de suite pour la dernière ascension de la journée qu'on finira en intégralité, je pense, cette étape. Bon. L'échappée à 2 minutes d'avance. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, bien évidemment, c'est la victoire d'étape. Et on est avec Mats Pedersen, 146 coureurs. J'ai demandé à Verona de suivre sans s'accrocher réellement. Hein, parce que c'est vrai que la barre bleue était assez compliquée pour lui. Il a pris son gel bleu tout comme Vacek et Scoins ainsi que Quinn Simmons pour notre équipe à l'avant de la course, col de Montségur, deuxième catégorie, 6,6 km à 6,6% de moyenne, montée assez régulière. Je vais dire, même si on a une portion là, on est plus peut-être en portion de faux plat, enfin on a moins d'efforts pourcentage, c'est sûr que le sommet va être très difficile. Il y aura une légère portion un peu plus plane quand même tout à l'heure. C'est la Tudor qui roule pour Julien Philippe bien évidemment, parce que je vous rappelle que j'ai modifié les stats de Julien Philippe. Verona a été distancé pour notre équipe. Et Vinokourov à l'instant, mais on est encore 144 dans ce peloton, groupe quand même assez conséquent pour le moment. Après c'est qu'on a encore du personnel, hein. On va donner le gel bleu à Dereji West. Par contre Quinn Simmons qui est un peu distancé, non, tu vas te mettre très clairement à rouler. Quinn Simmons, voilà par exemple si on récupère les hommes de tête avant le sommet, on s'en privera pas de prendre des points avec Mathias Kalmoz dans ce classement. On a bien été identifié qu'on était l'un des favoris pour ce classement-ci. Bon, Irel il sera coéquipier avant tout de Ayuso. La doublette était plutôt pas mal, même si il n'avait pas si bien accueilli que ça Skelmoz Ayuso, parce que très clairement il n'était pas content de voir un mec comme Ayuso débarquer dans cette formation. Ce qu'on peut comprendre encore plus après quand t'as Dereji qui vient. Les trois seront sur ce Tour de France, alors que pendant quelques temps on annonçait plutôt Chicone. Parce que j'étais un peu plus étonné de voir d'ailleurs Chicone. Et ça commence à monter assez vite ici. On n'est plus que 83. Bon, du côté d'Ayuso, on va directement lui donner le gel bleu parce qu'Ayuso, il est pas dans la meilleure forme de sa life aussi. Hein. C'est assez difficile pour lui. C'est terminé en ce qui concerne Arnaud Delis qui est encore présent dans ce peloton. Bon, il a déjà une demi-heure de retard. Hein. Nous, avec Mats Pedersen, ça se déroule bien. C'est juste que. Alors que Landa est lâché. Hein. Mais c'est Quinn Simmons, j'imagine, qui roule devant. C'est ça, c'est Quinn Simmons qui essaye de faire le forcing pour le corps de notre formation. À l'avant de la course, ils ne seront pas récupérés les hommes de tête avant le sommet, je pense, quoique même si le final va être assez difficile. C'est fini pour Yanis Voisard, mais la doublette a été plutôt bonne. Je disais Skelmoz, Ayuso sur le dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En termes de barbe bleu, on prendra notre gel. Hein. Après que Pedersen, l'objectif étant quand même de passer dans les meilleures dispositions sur le sommet. C'est vrai qu'en homme rapide, il n'y aura pas Van Aert et je pense pas qu'il y aura Van Der Poel à l'arrivée. Mais il y aura quand même Dorian Godon qui risque de passer, l'ancien champion de France. Michael Matthews, je pense qu'il y aura des capacités. Michael Matthews aujourd'hui, même s'il est peut-être plus là, Matthews. Hein. Je sais pas du tout s'il est encore présent dans ce peloton Michael Matthews. Mais ouais. On va peut-être donner. Dereji termine ton gel bleu quoi. Et nous avec Pedersen ça pourrait tenir. Par contre Skelmoz il se balade. Hein. C'est quand même une dinguerie pour lui. George Bennett distancé, ça peut être intéressant. Si on peut les récupérer, le rive pas avant le sommet, même si je pense pas. Hein. Ça va être trop dur. Quinn Simmons. Ouais, mais Quinn Simmons. Il a fait quand même pas mal de décisions dans ce groupe-ci. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va peut-être passer sur Skelmoz juste au sommet. Qui lui vraiment il se balade hein, avec son état de grâce. Mathias Skelmoz. On lui demandera d'attaquer peut-être dans le final. Même s'il faut qu'il récupère un peu d'énergie. On va attaquer sur le sommet avec Mathias Skelmoz. Si on a pourquoi pas la possibilité d'aller chercher des points au classement de la montagne. On s'en privera pas. Parce qu'une minute devant nous il y a un George Bennett. Ouais non il a 400 mètres d'avance hein, George Bennett. Même s'il peut terminer potentiellement à l'arrêt. Il basculera avant nous. Après on essaye d'accélérer un petit peu. Ça crée un mouvement de course avec Romain Grégoire. Avec Jorgensen. Mais je pense qu'on va s'arrêter assez rapidement hein. Parce que déjà, il va basculer avant nous George Bennett. Et puis surtout, ça peut entériner Quinn Simmons qui est passé en tête. Le problème, c'est que ça a quand même lancé Jorgensen. Donc on va quand même rester dans la roue de Jorgensen. Skelmoz. Mais on va... Attendez les gars, j'ai voulu prendre l'oreillette, ça n'a pas marché. Ah mais les gars, je peux pas prendre l'oreillette là dans une descente comme ça.
Oh, j'ai eu peur là. Normalement, Pedersen c'est plutôt bien passé. Hein. Dans cette descente-ci pour Mats. Allez, on va essayer de récupérer un petit peu. Là, il y a quelques portions rapides. On va pouvoir récupérer. Attention à ces virages quand même. Parce que vous savez très bien que les virages en descente, c'est pas là où je suis le plus performant sur le jeu. On a quand même fait une cassure. Ça, c'est pas l'idéal. Putain, mais on a envoyé là, les gars. Vous avez vu comment on a envoyé par Johannessen et compagnie? Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Voilà, la descente quand même qui est assez rapide. Le problème, c'est qu'on va pas récupérer beaucoup d'énergie. Alors, le gel bleu, je dis toujours, c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Valchek. Et Skuns, bah ils vont pas nous être très utiles. Vanderpool est encore là, mais Vanderpool est-ce qu'il était pas blessé? C'est ça aussi une question qui pourrait être assez intéressante. Bon, on est revenu à une 40 des hommes de tête. Quinn Simmons, je vais lui dire d'arrêter de rouler. Je suis pas sûr qu'il puisse tenir quand même encore. En tout cas, c'était bien vu comme d'amener mine de rien Quinn Simmons à l'avant de la course. On a Mats Pedersen. L'objectif sera vraiment essayer de récupérer avec Mats Pedersen le max de barre bleu possible. Le problème, c'est qu'on ne l'aura pas en entièreté. Mais si j'avais pris mon gel bleu dans l'ascension précédente, j'ai peur qu'on se serait retrouvé dans une position assez compliquée. On aurait dû sprinter pour revenir. On n'est plus que 64 ici, donc tous les hommes rapides ne sont pas forcément présents. C'est Adjeko qui roule, donc je pense forcément qu'il sera là à l'avant. Michael Matthews. Cette équipe qui est venue aussi avec Ackerman hein, pour le sprint bien évidemment. Il est là, Michael Matthews, il est à mes côtés. Après, un Evenepoel d'avoir une bonne forme avec le port du maillot. Du classement par points. Mais on le veut ton maillot Remco. Mais je pense qu'il a bien identifié qu'on voulait son maillot Remco Evenepoel. Faudra avoir, tout dépend s'échapper à la capacité à l'au bout. Même si là on est quand même revenu à 1 minute 22. Il reste 24 km. Ça peut être serré encore. Hein. Mais là il y a encore Filippo Ganna et Kwiatkowski pour rouler pour Dorian Godon. Là il y a quand même un ancien double champion du monde du contre-la-montre qui roule derrière toi. Kwiatkowski qui est quand même un excellent rouleur aussi. Ancien, surtout champion de Pologne de l'exercice à l'heure actuelle. Même si c'est vrai que pendant quelques temps il nous les faisait plus forcément à fond. Après Kwiatkowski il avait ce rôle de coéquipier avant. Tout c'est pour ça qu'il ne nous les faisait pas à fond. Une grande de notre côté mais généralement quand il était en pic de forme. Enfin en pic de forme mais des fois quand on lui laissait les clés du camion sur une journée dans l'année. Il était très performant, ce qui lui permet de gagner au Grand Colombie en 2023, ce qui lui permet de gagner en 2024, en 2022 sur l'Amstel. Et ouais, intéressant ici, là, ça se regarde un petit peu du côté de la Décathlon, on est plus 62. Bernal lâché. On a vu tout à l'heure Engelhardt hein, qui était dans notre roue, le champion d'Allemagne. Ça manque peut-être de personnel, mais je pense qu'on va demander hein, à Tom Skuns de pas s'accrocher parce qu'on en verra peut-être à l'avant demain. Ce qui va lui dépenser beaucoup d'énergie avant la prochaine étape. De montagne, c'est vrai. Mais on est sur un tour en torrel, on a envie de kiffer un petit peu et de passer quasiment toujours l'avant. Et puis ça lui ferait des kilomètres à l'avant de la course. Je parlais d'Engelhardt, il a été distancé. Hein. Portion descendante ici, il faut plat descendant et tout le monde au sprint bien évidemment. Donc ils vont dépenser de l'énergie. Vacek, lui aussi n'en peut plus. Mathias Vacek, lui, il ira à l'avant sur l'étape de Bordeaux, je pense. 30 secondes d'avance pour la voilà, ça leur permettra quand même à quelques corps de récupérer un petit peu. Sepkus lâché, Luc Plap également. Comme ça, ils récupèrent un petit peu d'énergie, enfin un petit peu de l'énergie qui leur sera très utile, notamment lors des prochaines journées de course. Parce que Vacek, on aura besoin de lui pour nous aider sur le plat. C'est vrai que bah, si on l'amène à l'avant sur l'étape de Bordeaux, on n'aura plus lui pour nous accompagner. Mais on aura quand même d'autres coureurs pour rouler hein, toute la journée, vous inquiétez pas. Et puis Verona, on l'enverra à l'avant, je pense, au tour de Mathias Skelmos dans 2 jours. Skelmos qui marche sur l'eau en ce début de pédale. Oui, je veux dire qu'il casse les pédales, mais en ce début de Tour de France, il marche sur l'eau plutôt. Il n'a toujours pas pris son gel bleu. Ah, nous, notre barre bleue est pas si énorme que ça. Hein. Bon, on a quand même largement plus qu'Ayuso, qui est pas en très très bonne condition. On va peut-être demander à Quinn Simmons de tenter d'attaquer. Pour essayer de relancer cette échappée. Après, il y a encore du monde hein, pour la formation. Tudor ainsi que Net Company Neos. Hop là. Voilà, Quinn Simmons va se mettre à rouler maintenant. On va demander à toute notre équipe d'accompagner. C'est fini pour Van Gils qui était très très bon sur Tour Van Ronald pendant ton coéquipier. Aurélien Paré-Pantelach également. On va être même pas 40 au sprint. Et Mats Pedersen en excellente condition est encore là. Ça fait bizarre par contre de plus voir Tim Wellens champion de Belgique. Mais c'est son coéquipier Rune Ergots qui l'a été. Ergots qui ne sera pas au départ ce Tour de France, hein, bien évidemment. Enfin qui n'était pas au départ parce que c'est vrai que je tourne en avance. Mais le Tour de France a déjà commencé depuis 3 jours pour vous. Et Quinn Simmons qui est plutôt bien parti. Il maintient l'écart. Hein. Deredji qui va être distancé dans quelques instants. Mais c'est vrai que Deredji, on peut absolument pas l'utiliser hein, dans notre équipe.
C'est cataclysmique en termes de stats physiques. Hein. Pourtant, c'est quand même un mec qui vient de faire 5ème dans le Giro et 4ème l'an dernier. Mais bon, il n'arrive pas à tenir. Sur ce jeu, c'est stats physiques le plus important. C'est pour ça qu'avec Mats Pedersen, on est passé aussi. Hein. Regardez, Ayuso, il a largement. Il a peut-être la moitié de la barre de. Il a peut-être la moitié de notre barre. Limite, les gars, ça va jouer en général avec Scalmoz au rythme auquel ça continue. Hein. Je demande toujours à Deregi de finir à 100 parce que il pourrait nous être utile pour un classement par équipe. Hein. Même si, bon, pour le moment, c'est plutôt Mats Pedersen pour le classement par équipe. Parce qu'il va le jouer sur sa barre de fatigue par contre. Hein. Quinn Simmons qui va être récupéré, il sera élu plus combatif de la journée si on était IRL. Oh, Vauclin n'a pas l'air d'être si bien que ça. Hein. Il va rester peut-être Tobias Foss, seulement côté de Dorian Godon, Pitcock aussi, hein, qui va être très rapide aujourd'hui. Ce sera l'un des hommes à suivre, bien évidemment. L'échappée est reprise. Toujours pas d'un moment sur ce Tour de France, à moins qu'on ait des coureurs délai. Quinn Simmons va être récupéré. Il aura été très important aujourd'hui, Quinn Simmons. On va lui dire de ne pas s'accrocher de toute façon. Voilà, termine tranquille. Quinn Simmons, maintenant, il sera récupéré un peu plus de 10 km de l'arrivée. Mais très belle étape réalisée par le champion des États-Unis aujourd'hui. Il a montré son maillot. Et ça lui a plutôt bien réussi, j'ai envie de vous dire. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Et ça attaque hein, pour la Décathlon CMA-CGM. Attaque de Paul Sexas, quoi. Sexas qui va avec Romain Grégoire, duo français qui sont partis en tête de course. Et là, ça réagit avec Pogacar. Alors, Ayuso, tu as serré le dent, Coco. C'est bon, ça t'est récupéré un. Mais la Bismail Bach, on voit que c'est un peu compliqué en termes d'énergie du côté de Bruno Amirail, l'ancien triple champion de France. Enfin, c'est un champion de France du chrono, mais triple champion de France de l'exercice dans sa carrière. Et Del Toro qui lance Pogacar avec Sexas, avec Romain Grégoire. Attendez. Bah, attendez, les gars, on est obligé de faire l'effort là presque. Attendez, on a personne pour faire l'effort là. Attendez. Mathias Calmos va faire l'effort et on a. Non, tu vas faire l'effort, Mathias Calmos. Hein, Écoutez, là très clairement, c'est Scalmos qui va essayer d'y aller. Bon, Remco Evenepoel va rouler aussi. Armira est un peu en difficulté. On va être moins de 30 à l'arrivée. Hein. Dans ce peloton, nous, on essaie de ne pas dépenser toute notre énergie. Au pire, on fera une grosse attaque si on en a besoin. Ayuso, lui, il serre les dents, il n'en peut quasiment plus. C'est vrai qu'on est toujours quasiment pas passé sur Ayuso. Hein. Mais les gars, on joue une victoire avec Mats Pedersen. On a dit qu'on jouait le top 5 au général, ce qui va être très dur, je vais pas vous mentir. Des victoires étapes, on en a une pour le moment, oui, mais on jouait aussi le maillot à poids, la combativité et le maillot vert. Bon, écoutez, Scalmos, vous savez quoi? Fais-toi un kiff. Turbogel plus attaque. Et là, je pense qu'il pourrait faire très mal. Hein, Scalmos, parce qu'en réalité, déjà, il a une énorme barre. Ce qui nous permettra de rester bien positionné alors que c'est que ça c'est tous en train de dépenser leur énergie. Attention, il attaque. On n'est pas si serein que ça. Si Scalmos il peut attaquer, là par contre ce serait peut-être un bon contre. Enfin un contre qui arriverait à point nommé. L'attaque de Mathias Scalmos il est parti. Comme un boulet de canon, le Danois, un Danois pour en cacher un autre pour la Lidl. Et regardez, il n'y a personne qui peut revenir, c'est Pogacar qui va faire l'effort. Avec Jorgensen, Paul Sexas. Bon, par contre on est obligé de suivre là, hein, peut-être. Attendez, on va suivre. On va utiliser une magnifique technique qui s'appelle le turbogel. Même si Remco Evenepoel avec Vingegaard vont faire l'effort. Mais je suis peut-être pas serein sur eux parce qu'on a fait peut-être un très bel écart là. On va arriver à Foix ici en Ariège. Va se jouer au sprint. C'est Scalmos qui roule pas. Non, c'est pas Scalmos. Soit tu roules plus Mathias. Ayuso est peut-être pas si bien que ça. Il y aura des cassures, il y aura peut-être des écarts ici une nouvelle fois. La flamme rouge, est-ce qu'ils ont encore d'énergie à Foix? Telle est la question. Avec Mats Pedersen qui a peut-être essayé d'y aller, le retour de Pedersen, peut-être qu'il va faire 6 € plein d'énergie, Mats Pedersen pour les s'imposer au sprint. Et oui, la première victoire de Mats Pedersen sur ce Tour de France sera quand même le retour de Pitcock. Et non, Matthews nous a passé, ainsi que Remco Evenepoel. Mais on a tellement mal géré que j'ai voulu lancer de loin, mais je me suis fait avoir, j'ai fait la bêtise de lancer à la flamme rouge. Et je pensais que j'avais un écart conséquent pour aller au bout, mais ça n'a pas été le cas, on finit 4ème. Battu par Vingegaard et Remco Evenepoel. J'aurais pu rester dans leur roue, mais c'était joué avec le feu. Et Michael Matthews qui revient de nulle part, j'ai l'impression. Ah, je suis démoralisé. Alors ça, tu prends quelques points maillot vert. C'est sûr que c'est des points que un Jasper Philipsen, qu'un Tim Merlier n'ont pas, qui pourraient nous aider lors de la prochaine étape. Mais je me suis tellement foiré et on aurait dû avoir le pic de forme avec Pedersen. Au lieu de l'avoir hier, on l'aurait eu aujourd'hui, on aurait martyrisé tout le monde. Mais bon, écoutez, faut que j'assume tout simplement mon erreur. Bah écoutez, c'est ainsi, on s'est totalement loupé aujourd'hui. Mais regardez ce sprint, je pensais encore avoir de l'énergie, mais attendez, parce que je lance à la flamme rouge quoi. Oui, je lance à la flamme rouge comme d'habitude. Mais sauf que, ah ouais, mais il n'y avait pas tant de longueur que ça, un Pitcock qui revenait quand même très fort. Et on s'est fait largement battre sur les derniers mètres. Retour de Michael Matthews, et c'est Vingegaard qui va nous battre.
Attendez, parce que j'aimerais bien voir quand même juste d'où reviennent Vingord et... Ah mais ils de loin Vingord et Remco Evenepoel. Mais c'est une dinguerie ça. Oui, mais ok, ils sont revenus. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jonas Vingegaard. Espérons que pour lui la suite se passe aussi. Ouais, il s'impose Mathieu, belle victoire pour lui, 4 ans après Mende. Et 10 ans après sa première victoire sur le Tour de France, c'était à Revel. Lui qui a été blessé au poignet cette saison après un choc face à un camion de pied, il me semble. Vingegaard en jaune, et puis après 9 ans après son maillot vert, c'est 2 victoires, que ce soit à Rodez ou encore à Romans-sur-Isère. Le maillot vert est pour Remco Evenepoel toujours. Le maillot de la montagne pour Jordan Gilliard, on n'a pas pris de point avec Skelmos aujourd'hui malheureusement, et puis le maillot blanc sera pour Paul Sexas qui prend ce maillot parce qu'il a craqué dans le final. Donc là, j'imagine peut-être le cas aussi pour Ayuso, qui n'arrive pas à tenir en ce début de tour. C'est terrifiant. Quoi? Mais t'as pris une minute, mes frères? Mais quoi? Il a perdu une minute, Ayuso, ce débile. Mais quoi? Une minute encore de perdu? Non mais les gars, au bout d'un moment, faut qu'il sorte les doigts, je sais pas. Comment ça se fait qu'il a encore perdu une minute, Ayuso? Je veux bien que le mec qui soit passionné par les formes classiques depuis le début de ce tour, mais après on va me dire il faut que tu le contrôles tout le temps, peut-être, mais je vais pas le contrôler juste pour le contrôler, pas jouer avec le reste de mon équipe. Là on perd encore une minute avec Ayuso, s'il te plaît fais un effort quoi. On va se retrouver à 3 minutes avant la première étape de montagne. Heureusement qu'on avait un peu de temps d'avance sur Sexas qui a totalement volé en éclat, pour le maillot blanc. Et sur Del Toro aussi d'ailleurs. On aura pas mal de retard. Victoire de Michael Matthews, l'Australien de la Jayco Alula en 4 h 12 minutes et 46 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 13 h 22 minutes et 57 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le Dano de la Visma Malzubag. Mais regardez, les gars, Skelmos, il va limite être leader de notre équipe. Il est déjà 2,30 à Ayuso. Alors la barre de fatigue elle commence à être intéressante, oui, mais bon, quand même, là on se retrouve à une minute de Sexas. On est à 1,50 du podium. Alors qu'on n'a même pas encore eu la haute montagne. Ça me déprime. Ouais, parce que Pogacar, il y a quand même un écart. On a quand même déjà 46 secondes par rapport au maillot jaune pour lui. Ouais, le maillot jaune qui s'éloigne pour nous. Et du coup, on a Skelmos qui est 10ème devant nous. Du côté classement du grimpeur, 15 points pour Jordan Jegat, le français du team Total Energy avec 15 points pour lui toujours. Quinn Simmons, 13 points. Il a fait le grand chelem quasiment aujourd'hui. Il lui a manqué seulement un point sur la première ascension. Du côté du classement par points, 86 points pour Remco Evenepoel, le Belge là. Red Bull Bora, Hans Grohe. Du côté du classement des jeunes, en 13 h 24 minutes et 29 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de la Decathlon CMA CGM. Et puis en tête du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Lidotrek en 39 h 38 minutes et 0 secondes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis la combativité, c'est Ilan Van Duydorp avec 269 km pour le Belge de la Soudal Quick-Step. Mais par contre, oui, on a fait que 20 bornes avec Skelmos. Non, 6 avec Skelmos, mais 20 avec Skuins. Pour la combativité, on est un peu loin, mais contrairement aux coureurs, on a tenté de faire une échappée avec chacun de nos coureurs presque. Sauf que eux, ils ont dépensé beaucoup plus d'énergie. Ça me désole. Parce que avant de commencer ce tour en temps réel, enfin pas avant de commencer ce tour en temps réel, mais avant de commencer la montagne, on a son. Vous me direz, Lipovic c'est derrière nous. Mais dans le jeu, c'est Remco leader. Et pas un co-leadership, donc écoutez. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Je pensais que l'étape allait être un peu plus courte en vidéo, mais on est juste dans la moyenne habituelle. C'est juste qu'on parle beaucoup en début de vidéo. Et voilà. En tout cas, c'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao.